ils vont se retrouver et ils vont avoir une expérience commune. Parce que ça ne marche pas pour eux, dans ces deux formes-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, quand ils se rencontrent, ils ont 14 et 15 ans, c'est vraiment, c'est des bébés. Ils se rencontrent au lycée de Reims, et il y a René Daumal, qui a 14 ans, Roger Gilbert-Lecomte, qui a 15 ans, Roger Vaillant, qui je crois a 15 ans, et Robert Meyrat, pareil. Ils sont 4, c'est ceux-là qu'on va appeler les frères simplistes. Ces 4 élèves de Reims qui sont à la fois, c'est toujours important à savoir, à la fois des très bons élèves et des élèves très très dissipés. Donc c'est des personnes très 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 malines et extrêmement rétives à l'autorité. Et ce qu'ils veulent, c'est tester des trucs, c'est voir ce qu'il y a au-delà des formes. Grosso modo, ce qu'ils font au départ, c'est des expériences avec la drogue. Ils font aussi des expériences très intéressantes qui se donnent rendez-vous en rêve. Ça, je ne sais pas comment ils retrouvent ça. Ne me demandez pas, c'est invraisemblable. Ça, c'est des trucs d'aborigènes d'Australie. Hein. D'avoir l'idée de la cartographie de Reims et de se dire, cette cartographie-là, on l'a tellement dans notre tête qu'on l'a en rêve, on doit pouvoir y accéder, et là, on doit pouvoir se rencontrer, on doit pouvoir se parler, on va vérifier demain si on s'est bien dit les mêmes choses. Et c'est ce qu'ils faisaient. Bon, les esprits cartésiens n'aiment pas ça du tout. Roger Caillois, qui était le voisin de palier de Roger Gilbert-Lecomte, a dit c'est des conneries. Ils se sont montés la tête, c'est très facile. Il y en a un qui commence, l'autre qui continue. Bon, on connaît les arguments des cartésiens ou des rationalistes. Ça, c'est un effet puits. Il dit oui, j'ai vu ça, mais en fait, il n'est pas sûr d'avoir vu ça. Bon, bref. Mais c'est ça leur truc. C'est qu'ils se sont donné rendez-vous en rêve plusieurs fois d'affilée. Ils ont testé des trucs par rapport à ça. Et puis à un moment, ils passent aux choses sérieuses. Ils veulent voir ce qu'il y a vraiment de l'autre côté. Ils prennent du tétrachlorure de carbone. Alors là, c'est violent. Ils font une expérience, grosso modo, ils font une expérience de mort imminente. Voilà, mort imminente. Et ce que Daumal dira vers la fin de sa vie, en 1943, je crois, dans le texte Le Souvenir déterminant, c'est... Il y en a 2 qui ont vu la même chose, il le sait. Il dit, on n'a même pas eu besoin d'en parler. C'est Roger Gilbert-Lecomte et moi. Et les voies qu'on a prises, elles sont tellement différentes. Mais si elles sont tellement différentes, c'est aussi à partir de la même chose. On a vu que ça ne s'arrêtait pas là, quoi. Alors, ils sont au lycée à Reims. Là, c'est amusant de savoir quand même que celui qui est leur prof de philo à l'époque va avoir une bien triste histoire, bien triste carrière, puisque c'est Marcel Déat, qui va être, célèbre figure des socialistes passés à la collaboration. Et Marcel Déat, qui est un matérialiste, et qui trouve tous les systèmes métaphysiques anciens simplistes. Ça vient de là, simpliste. Ça vient de la critique qu'un matérialiste fait des systèmes métaphysiques les plus anciens. Bon, là, ça doit être Platon. Hein. Je ne pense pas qu'ils apprennent les Upanishads à l'école. Donc, ça doit être Platon. J'ai pas assez de documents, je ne sais pas. On sait qu'ils considéraient les systèmes métaphysiques simplistes. Et donc, eux, ils ont dit, très bien, nous, on sera le simplisme, le mouvement simpliste. Voilà, ils embrassent ça. Et puis, ils vont embrasser tout. C'est-à-dire qu'ils vont embrasser... Et je ne sais pas comment même... c'est envisageable, quand on est ado, d'avoir une telle ouverture. Ils vont aller chercher les pythagoriciens, ils vont lire les platoniciens, les néoplatoniciens, et Daumal va se mettre très tôt, quand il aura 18 ans, 19 ans, au sanskrit, pour pouvoir lire directement les textes indiens à la source, apprendre le sanskrit, ce qu'il fera toute sa vie, parce que je crois qu'une vie ne suffit pas pour apprendre le sanskrit, et pourtant nous n'avons qu'une vie pour le faire. Et ils vont faire se conjuguer à la fois leurs aspirations poétiques, leur rejet absolu de toutes ces autorités fantoches qu'ils ont face à eux, et quelque chose qu'à défaut d'autres termes, on appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une source commune à toutes ces pensées, à toutes ces métaphysiques. C'est celle-là qu'il faut chercher, même s'il y a plein de manières différentes de la chercher, et que Daumal et Lecomte vont avoir des voies très très différentes pour le faire. Là, on est encore en 22, 23, 24 à Reims. Il va falloir faire un saut beaucoup moins grand que celui-ci. Et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les durées sont plus courtes toujours. Et là, on est en 1928 à Paris, et là, ils créent le grand jeu. Alors, Meyrat, leur complice de départ, il n'est plus là. Il y a Roger Vaillant, qui lui est très intéressé par faire une carrière d'écrivain. Je dis ça encore une fois, s'il y a des gens ici qui sont très intéressés par faire une carrière d'écrivain, c'est pas péjoratif.
Disons que c'est un peu différent de l'esprit de Lecomte et de Daumal. Et d'ailleurs, ça va s'en sentir pour le reste de sa vie, où il va se désintéresser progressivement. Il vivra beaucoup plus vieux que les autres et s'intéresser complètement de l'histoire du grand jeu, allant jusqu'à dire, quand il témoignera à ce sujet-là, toute cette histoire me dégoûte. Il s'est rapproché de l'opinion de Boris Souvarine que nous lisait Gérard tout à l'heure, puisqu'il a adhéré au Parti communiste, il est devenu matérialiste dialectique. Il s'est dit, tout ça, c'est des conneries de gamin. J'y ai cru parce que j'étais jeune et parce que j'étais con, et puis maintenant, c'est réglé. Le grand jeu, c'est eux, et puis c'est des gens qui viennent autour d'eux. On a vraiment très important, très fort, très beau, superbe, Joseph Simard, le peintre. Si vous voyez des peintures de Joseph Simard, en fait, vous voyez ce que voyaient les gens du grand jeu. C'est très important, c'est vraiment le document le plus juste. C'est toujours bien d'avoir des photos des mecs du grand jeu pour voir l'allure qu'ils avaient. Si vous voyez des toiles de Joseph Simard, vous voyez le monde qu'ils voyaient. Et vous avez André Roland-Dronneville, qui lui va être le mec un peu plus... type, on appelle ça universitaire, je ne sais même pas s'il est universitaire. Quoi, il faisait des textes un peu plus sages. Des textes un peu plus sages, mais qui étaient des textes qui allaient complètement dans leur sens. Ils se sont rencontrés à Paris parce qu'ils allaient dans le même sens. Il a écrit des textes très intéressants, justement, sur les rapports entre les poètes du XIXe siècle et les grands textes, les Védas, les Upanishads, les soufis, la Kabbale, etc. Grosso modo, toutes les formes spiritualité ou de... métaphysique extrêmement élaborée et développée, et comment elles se mettent à se rencontrer mystérieusement, la poésie, à un moment, à partir, grosso modo, de William Blake, s'il faut vraiment caricaturer, mais grosso modo, à partir de William Blake, on a des poètes qui sont des poètes voyants, des poètes qui sont des poètes visionnaires, on a des poètes qui, grosso modo, prennent sur eux le fait d'aller voyager dans les mondes et d'aller dire les dieux qu'ils voient, puisqu'à ce moment-là, il n'y en a plus, aussi, c'est ça. Blake, c'est le premier poète d'après la Révolution. Donc on s'est débarrassé d'un monde qui est un monde qui a été l'institutionnalisation de la vision métaphysique et sa destruction par institutionnalisation. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une vision de départ. Dès qu'elle commence à rentrer dans une forme, dès qu'elle commence à se structurer, elle périclite. Et en fait, elle devient un instrument de pouvoir. Elle devient un instrument de pouvoir. Avant tout ça, elle devient un instrument de pouvoir. À partir du moment où elle devient un instrument de pouvoir, tout ce qui pourrait être encore la vision qu'on pourrait avoir sage, brahmanique des Indiens, de maître à disciple, etc. Là, c'est plus du tout ça. C'est juste des mecs qui te disent, moi je sais, toi tu sais pas, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis, puis à la fin tu me payes, etc. Bon. Et ce truc-là, dégringolade totale. Il y a un temps d'arrêt par rapport à ça, et c'est remplacé par autre chose. C'est-à-dire que quand on se débarrasse du christianisme, grosso modo en Occident, parce que c'est ça, le christianisme en Occident, pour simplifier, quand on se débarrasse du christianisme en Occident, ce par quoi il est remplacé, c'est pas tellement mieux. C'est-à-dire que ça résout pas la question de la poésie, et par contre, on trouve un nouveau moyen, grosso modo, de remettre les gens en prison, quoi, de remettre les gens dans des prisons psychiques. C'est-à-dire que ça a été directement, si ça a pu disparaître, c'est que le capitalisme n'en avait pas besoin. Voilà. C'est qu'à un moment, le capitalisme n'en a plus besoin. C'est ce que Benjamin appelle le capitalisme comme religion. Je ne veux pas refaire un espèce d'énorme détour comme ça, quoi. Si vous voulez, on en parlera après coup. Bon, pour simplifier, pour dire rapidement, dans l'esprit de Walter Benjamin, le capitalisme, c'est non seulement une religion, mais c'est la religion la plus extrême de toutes, et elle les annule toutes les unes après les autres. Elle les rend inutiles parce que, grosso modo, les gens, ils sont en dette directe. Ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des histoires. Ils sont en dette. Ils sont en dette, point. Et ils sont en dette tout le temps. Donc, wow. Non, on y retourne. On a ces types qui s'appellent René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte. On a les gens qui gravitent autour d'eux, Roger Vaillant, Joseph Simard, André Roland-Dronneville, quelques autres. Et ils fondent cette revue qui s'appelle Le Grand Jeu. Immédiatement, ils ont des problèmes avec Breton. Ça, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais ça, c'est le premier problème. Grosso modo, le premier problème, c'est que même dans le monde enchanté, merveilleux, extraordinaire des poètes, il y a des rapports de pouvoir. C'est inévitable. Eux, ils arrivent avec les meilleures intentions du monde, ou les pires, j'en sais rien, cataclysme, casse-dogme, négation de tout, néti-néti dans le monde littéraire, et tout ça, ça peut faire peur. Et là, ils ne rencontrent pas des gens qui sont véritablement en mesure de dialoguer avec eux, si quand bien même ils pourraient même être en dialogue, c'est peut-être pas la question. Ils rencontrent des personnes qui vont dire
comment on s'arrange. C'est des gens qui veulent s'arranger avec la vie. En fait, c'est ça qu'ils leur ont reproché, je crois, les gens du grand jeu au surréalisme, c'est quand même d'avoir voulu s'arranger avec la vie. Aujourd'hui, avec le temps qui est passé, on n'en voudra pas à Breton, on est content quand même de ce qu'il a fait. Je ne suis pas là pour, comment dire, je sais pas quoi, cracher sur sa tombe, c'est pas la question. L'air de rien, ça a été un geste tellement puissant, le surréalisme, et qui a déterminé tellement de choses que, comment dire... si on part dans le temps comme dans les stupides récits de SF, genre on part dans le temps pour aller tuer Hitler, là si genre on part dans le temps pour aller tuer Breton, bah les autres juste ils apparaissent jamais dans l'histoire littéraire. C'est lui qui a fait quand même la transmission de tout ça, donc bon, on va pas gueuler. Mais quoi, le truc principal qui était quelque chose qui n'était pas dans la recherche d'organisation ou de fonder une institution ou de fonder une école ou même de fonder un mouvement, c'était pas ça le grand jeu. Le grand jeu, c'était d'arriver à pouvoir comment dire, par négation successive, rencontrer la vérité. Il faut dire les choses comme ça. C'est ça leur question. Leur question, c'est d'arriver à se retrouver de plein pied dans une expérience qui est une expérience fondamentale, essentielle, à savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé avant leur naissance, quoi. D'où ils viennent, quel était ce monde d'avant, quel est ce monde-là, quel sera le monde d'après, quelle est la fonction de la poésie, quelle est la fonction de la philosophie, quelle est la fonction de l'art, et par rapport à tout ça, comment arriver à transformer une activité qui est une activité a priori ambitieuse de gloire personnelle en une activité impersonnelle, une voie pour obtenir la délivrance. Ils parlent de talisman, ils parlent de grâce, et ils utilisent le mot Dieu en ôtant tout ce qu'il peut avoir de limitatif, mais avec quand même l'idée de l'avaler pour devenir transparent. Et dans cette expérience-là, il va y avoir une confrontation centrale entre Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal, qui étaient comme ça, et qui vont se retrouver très, très opposés l'un et l'autre. Pourquoi ? Roger Gilbert-Lecomte est allé dans une mode de négation perpétuelle, avant tout, de tout ce qui pourrait ressembler à des efforts faits dans la vie pour avancer. Mais vraiment tout. Et le palliatif, ça a été la question de la drogue. C'est-à-dire que la drogue l'a aidé à quitter tout ce que ce monde pouvait avoir d'insupportable pour pouvoir être dans l'état poétique et écrire de la poésie et voir de la poésie, mais ça ne l'a pas aidé à vivre. Et Daumal, lui, il voulait vivre. C'était ça qui était obsessionnel. C'était pas être dans l'au-delà, pas être dans l'Ansa, pas être dans les autres mondes. C'est arriver à faire ça dans ce monde-là. Et là, il va trouver autre chose. Il va rencontrer un homme qui est un type lié à Gurdjieff, qui est Alexandre de Salzmann. Et à partir de ce moment-là, il y aura une rupture.